Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la réunion du CSE. Merci à tous d'être présents et de vous être inscrits à ce webinaire, donc qui va être consacré aux modalités pratiques d'une réunion CSE. On va dans un premier temps aborder des thèmes un petit peu théoriques pour faire le point notamment sur la réglementation en matière d'ordre du jour, de procès-verbaux, pour ensuite voir véritablement un côté pratico-pratique, c'est-à-dire comment bien préparer une réunion CSE pour qu'elle puisse être productive et efficace. Je vous invite à poser vos questions dans le chat. Je me permettrai d'y répondre si j'ai le temps à la fin de ce webinaire, voire par mail par la suite. N'hésitez pas. La présentation également sera disponible par la suite, à la suite de ce webinaire. Alors, pour commencer, nous allons voir dans un premier temps les fréquences des réunions qui va dépendre en fait du seuil d'effectif de l'entreprise. Pour un CSE de 11 salariés à 50 salariés, ça sera une réunion tous les mois, comme avant les délégués du personnel, une réunion mensuelle. Pour les entreprises de 50 à 300 salariés, la réunion sera organisée une fois tous les 2 mois. Et pour les entreprises de plus de 300 salariés, la réunion CSE devra avoir lieu tous les mois. Il faut quand même souligner que le comité économique et social, à la majorité de ses membres, peut organiser une réunion supplémentaire ordinaire. Par exemple, s'il y a trop de points à l'ordre du jour ou s'il y a besoin d'aborder un point nouveau qui n'aurait pas pu l'être dans la réunion ordinaire initialement prévue. Dans ce cas-là, on pourra demander à la majorité de la délégation du personnel, donc des élus titulaires, l'organisation d'une réunion ordinaire supplémentaire. Vous avez également nécessité d'organiser un comité social économique concernant les sujets de santé, sécurité et conditions de travail. Ces réunions doivent avoir lieu sur une fréquence trimestrielle. Il doit y en avoir au moins 4 par an. À cette occasion, vous pouvez également organiser des réunions supplémentaires d'urgence éventuellement, soit à la suite de tout accident de travail ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, voire à la suite d'une demande motivée de 2 élus du comité social économique. Suite à cette demande, l'employeur ne peut juger de l'utilité de réunir le CSE ou du point à inscrire à l'ordre du jour. En fonction de l'urgence, la réunion devra être organisée dans des délais très courts, à savoir moins de 24 heures, par exemple, lorsqu'il y aurait un caractère d'urgence d'un déclenchement de procédure de danger grave et imminent, par exemple. Je tiens à souligner que dans cette demande de réunion supplémentaire d'urgence, à cette occasion, l'ordre du jour et sa communication devra être réduite. Donc, de 3 jours, on peut établir un ordre du jour en urgence, toujours entre le président et le secrétaire, sans respecter le délai de 3 jours habituel, car il y a un caractère d'urgence à traiter, des enquêtes à déclencher, le cas échéant. Je vous invite d'ailleurs à remarquer qu'il n'y a aucune réunion extraordinaire ou exceptionnelle. Au final, il y a des réunions ordinaires supplémentaires et des réunions ordinaires d'urgence. L'ordre du jour des réunions. L'ordre du jour des réunions ne doit pas être confondu avec la convocation. Ça doit être véritablement 2 documents différents. L'ordre du jour est signé conjointement par le secrétaire et le président, tandis que la convocation est à la charge exclusive de l'employeur, qui doit convoquer la réunion en précisant la date, l'heure et le lieu. Il appartient au secrétaire de contrôler que l'ensemble des membres est bien convoqué, que les documents sont bien annexés à l'ordre du jour et que tous les points à aborder sont inscrits. L'ordre du jour, une fois qu'il est signé, il est figé. On ne peut plus le modifier. Qui l'employeur doit convoquer. Bon, évidemment, bien sûr, l'ensemble des représentants du personnel, titulaires comme suppléants, les représentants syndicaux, mais également les membres externes, les membres de droit qui participent aux réunions, comme le médecin du travail, le responsable sécurité, l'agent de prévention des services de la CARSAT ou de la CRAMIF, si on est en Île-de-France, également l'agent de contrôle de l'inspection des services de l'inspection du travail,
et les personnes qualifiées invitées à intervenir éventuellement sur un point spécifique. L'ordre du jour doit être communiqué donc dans les 3 jours au moins avant la réunion. Il s'agit de 3 jours calendaires. Ainsi, les dimanches et les samedis comptent dans le décompte de ces 3 jours de préavis de réception de l'ordre du jour. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'à la majorité de la délégation du personnel du comité social économique, la délégation peut prévoir des conditions de fonctionnement des réunions, dans le cadre, par exemple, d'un règlement intérieur. Ce que je préconise pour que les ordres du jour soient bien établis et puissent être organisés au mieux la réunion, c'est déjà de prévoir dans votre règlement intérieur que le secrétaire et le président puissent bénéficier d'un véritable échange, c'est-à-dire d'une rencontre, pour également se mettre d'accord sur la date, l'heure et le lieu, à savoir par exemple si toute la délégation du personnel c'est éventuellement en formation, il s'agira de repousser cette date. Je préconise une forme particulière pour l'établissement de l'ordre du jour pour éviter toute difficulté par la suite. Cette forme, elle est présentée sous forme de tableau, comme vous pouvez le constater, donc avec plusieurs colonnes. C'est une forme qui est librement adaptée, qui peut être librement adaptée par la délégation du personnel et qui peut être intégrée par un vote à la majorité des membres présents du CSE. Je vous rappelle que toutes les décisions du comité social économique doivent être prises à la majorité des membres présents. Et donc, cette décision peut très bien avoir l'objet d'intégrer une forme particulière des ordres du jour dans le cadre, par exemple, d'un règlement intérieur du comité social économique. Alors, pour décrire un petit peu ce tableau, la première colonne correspond bien sûr à ce que l'on fait habituellement, les points à l'ordre du jour. La deuxième colonne permet de distinguer s'il n'y a juste qu'une information à donner à la délégation du personnel ou s'il y a véritablement un avis à rendre à la fin de cette procédure d'information-consultation. Les documents annexés, c'est oui ou c'est non. S'il y a des documents à annexer au point à l'ordre du jour, il faudra marquer oui et bien valider que ces documents soient annexés. Ça permet d'éviter d'avoir des documents remis en séance. La colonne personnes qualifiées permet également au président d'envoyer une convocation à ces personnes pour que ces derniers qui ne sont pas forcément membres du CSE puissent justifier d'aller à cette réunion, notamment auprès de leurs responsables. Et enfin, la dernière colonne qui, à mon sens, en pratique est la plus importante vu la longueur des réunions CSE, c'est la durée prévisionnelle accordée à chaque point, qui bien sûr restera prévisionnelle, mais qui permettra de cadrer la durée des réunions sur une demi-journée ou sur une journée. Selon la durée prévisionnelle, on peut voir qu'en pratique, il y aura nécessité d'organiser par exemple une réunion supplémentaire ou une réunion sur 2 jours. Donc cette forme peut tout à fait être adaptée à la convenance de la majorité de la délégation du personnel. Et elle peut être intégrée dans le règlement intérieur, ça permet d'éviter tout dysfonctionnement par la suite. En cas de désaccord, je vous rappelle que les consultations qui sont rendues obligatoires par le Code du travail peuvent être inscrites de plein droit, à la fois par le secrétaire et par le président sur l'ordre du jour. On ne peut donc refuser d'inscrire ce point, c'est une disposition d'ordre public. En cas de désaccord, le Code du travail renvoie à la saisine du président du tribunal de grande instance. Cependant, pour désengorger un peu les juridictions, ce que nous préconisons, c'est de plutôt, dans un premier temps, faire une demande de réunion supplémentaire ordinaire à la majorité des membres ou une demande de réunion supplémentaire d'urgence concernant une question de santé-sécurité à la demande de 2 élus du CSE et si éventuellement le désaccord persiste, d'éventuellement effectivement saisir le tribunal de grande instance pour obtenir la convocation en lieu et place de l'employeur de la réunion CSE et du point à inscrire à l'ordre du jour. L'autre élément un peu théorique et réglementaire, c'est l'établissement d'un procès-verbal de réunion. Il ne faut
alors aujourd'hui, on a un délai pour établir un projet de procès-verbal qui est un délai de 15 jours. Ce délai, bien sûr, peut être soumis, comme le délai à l'ordre du jour peut être adapté par accord collectif, puisqu'aujourd'hui, la négociation collective, je vous le rappelle, est quand même en première ligne de par l'esprit des ordonnances de septembre 2017 et par l'esprit de la loi. Donc, effectivement, ce délai peut être négocié. Mais à l'issue de ce délai, le procès-verbal doit être transmis à l'employeur et également à l'ensemble des membres de la délégation pour que chacun puisse faire connaître ses observations. Ce procès-verbal n'est pas un document comme les autres, c'est un document administratif qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le secrétaire en a seul la responsabilité. Il doit établir une retranscription des échanges. C'est un outil qui est juridique, ce n'est pas un outil de communication. Et effectivement, il doit être affiché ou mis à disposition de l'ensemble des salariés selon les dispositions légales. Le secrétaire qui va établir le procès-verbal de réunion aura besoin de moyens. Ces moyens peuvent être négociés, encore une fois, par accord collectif lors de la mise en place du comité social économique, mais également être négociés avec l'employeur par la suite, voire être directement pris en charge par le budget de fonctionnement du comité social économique. Ces moyens peuvent être divers et variés. Il faut bien sûr les adapter à vos besoins et aux besoins de la secrétaire du secrétaire du CSE. Ça peut être des heures de délégation en plus pour avoir le temps d'établir ce projet de PV. Ça peut être également faire appel à un prestataire extérieur qui va faire un document sous forme de projet, voire également avoir recours à l'enregistrement. Ces décisions, mis à part les heures de délégation supplémentaires qui doivent être négociées dans le cadre d'un accord collectif, les prestataires de services et les enregistrements peuvent être, eux, des outils adoptés à la majorité des membres présents du comité social économique, encore une fois. Il faut faire attention à l'établissement du procès-verbal qui contient des données qui sont extrêmement confidentielles. Je vous rappelle qu'on ne peut pas opposer la confidentialité pour ne pas transmettre une information aux représentants du personnel. On ne peut pas dire « je ne peux pas vous en parler, ceci est confidentiel ». Cependant, on doit désigner l'information qui, dans le document, est désignée comme confidentielle par l'employeur. Il ne doit pas user de ce pouvoir d'ailleurs de manière trop élargie. Il doit restreindre cette désignation d'informations au caractère confidentiel. Je vous rappelle que tous les représentants du personnel sont soumis à une obligation de discrétion. À ce titre, ils ne peuvent pas notamment trahir un secret de données personnelles, un secret médical dont ils auraient eu connaissance dans le cadre d'une réunion CSE. Cette obligation de discrétion vaut notamment également pour les personnes extérieures à l'entreprise. Je vous invite également à faire 2 procès-verbaux lorsqu'ils contiennent des données personnelles, notamment par exemple des données médicales, un procès-verbal pour archivage et un procès-verbal anonymisé pour affichage ou mis à disposition auprès des salariés. Il ne faut pas confondre donc ce procès-verbal et un compte-rendu de réunion. Ce procès-verbal est un document administratif, c'est un outil juridique qui sera lu dans le cadre de contentieux éventuels, qui pourra être, on va dire, prendre une référence d'un engagement unilatéral de l'employeur. Le compte-rendu, lui, est un support de communication. Il peut être fait à la majorité de la délégation du personnel, voire également sous forme de tract par syndicat présent dans l'entreprise. Il est beaucoup plus libre, ce compte-rendu. Il peut être synthétique, il n'est pas obligé d'être de la retranscription. Et c'est véritablement ce compte-rendu que les salariés vont avoir les informations synthétiques de vos réunions, puisqu'on doit l'admettre, le procès-verbal est un document qui reste quand même assez rébarbatif du fait de cette retranscription. Enfin, donc, pour le côté pratique de ces réunions de CSE, et on en terminera par là, c'est la préparation de ces réunions de CSE. Ce qu'on peut remarquer en pratique, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés par manque de préparation et par manque d'organisation. Ce qu'on doit rappeler, c'est l'objectif de tout comité social économique qui est défini notamment, je vous rappelle dans cette vignette, par le préambule de la Constitution de 1946 qui dispose dans son article 8 que tout travailleur participe par l'intermédiaire de
ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Il convient donc de se concentrer prioritairement sur les seuls sujets qui vont mobiliser les salariés. S'il n'y a pas de mobilisation derrière ce sujet, il convient de passer à autre chose. L'objectif du CSE, c'est donc de permettre aux travailleurs de l'établissement, de l'entreprise, d'être à la fois informés sur les projets en cours, mais notamment en matière de santé et sécurité sur les dangers auxquels ils peuvent être exposés ou sur les risques professionnels auxquels ils peuvent être exposés, de contrôler la mise en œuvre de l'application de la loi en matière de santé et de sécurité, de veiller donc à l'application de la loi en la matière, de contrôler et de formuler des propositions de mesures de prévention, d'action, d'amélioration, de correction, et ainsi d'exprimer un avis qui représentera l'avis collectif, une position commune de la délégation du personnel. En ayant cet objectif en tête, il conviendra donc d'organiser à la fois avant la réunion une réunion préparatoire sous plusieurs angles. Déjà, est-ce que nous avons reçu toute l'information nécessaire à la compréhension du sujet? Est-ce qu'elle est détaillée? Est-ce qu'elle est précise? Est-ce qu'elle est écrite? Est-ce qu'elle est compréhensible? Si on a des difficultés de complexité d'information, il est éventuellement nécessaire de faire recours à un expert, soit comptable, soit habilité, soit technique et libre, mais qui va vous permettre de comprendre cette information et vous aider à faire des propositions de mesures de prévention et d'action. Le deuxième axe, c'est donc les actions à décider. Qu'est-ce que nous allons mettre en place comme action à proprement parler du CSE? Plusieurs possibilités. On peut faire éventuellement une déclaration en début de séance qui permettra de matérialiser certains éléments. On peut déclencher une inspection, déclencher une enquête s'il y a un accident de travail, une maladie professionnelle, voire encore un risque grave. On pourrait déclencher une expertise par le biais d'un expert habilité, voire par le biais d'un expert comptable. On pourrait également saisir des acteurs extérieurs à l'entreprise, comme l'agent de prévention CARSAT, l'inspection du travail, le médecin du travail, un avocat, également un juriste ou des experts qui ont l'habitude de vous aider dans le traitement de vos problématiques. Également, donc, pour arriver dans l'objectif, toujours à être force de proposition. Le but d'un CSE, c'est donc d'être force de proposition avec des axes d'amélioration de conditions de travail et d'amélioration d'organisation de la gestion d'entreprise. Donc, ces préconisations sont à formuler. Ça peut être des propositions de mesures de prévention, d'amélioration, de correction, s'il s'agit d'un projet important, par exemple. Ces actions pourront être par la suite faire l'objet tout simplement d'une négociation collective par le biais des délégués syndicaux dans l'entreprise. Le but ultime, c'est bien évidemment d'identifier un risque professionnel, d'établir donc une action de prévention et éventuellement de traiter collectivement par le biais d'un accord collectif le risque que nous avons identifié. La préparation alors avant de passer au calendrier de suivi, concernant la réunion préparatoire, ce que je n'ai pas dit, c'est la prise en charge de ces réunions. Soit la délégation du personnel organise elle-même ses réunions sur ses heures de délégation, soit l'accord collectif de mise en place du CSE a prévu une réunion préparatoire, comme une réunion qui serait partie intégrante à la réunion régulièrement convoquée qui se tiendra par la suite. Je pense que c'est la solution la plus naturelle, puisqu'effectivement, à mon sens, la réunion préparatoire fait partie intégrante de la réunion régulièrement convoquée du CSE et qui devrait donc être traitée en temps de travail effectif, c'est-à-dire non décompté des heures de délégation. Vous pouvez également, si vous n'avez pas eu le temps de faire ces réunions préparatoires, organiser une suspension avant le débat du point ou avant de commencer la réunion pour vous préparer sur, toujours pareil, est-ce que l'information a été remise? Est-ce qu'il nous manque des informations? Est-ce qu'on a des questions à poser? Est-ce que nous avons des actions à mener, des enquêtes, des inspections, des expertises? Et est-ce que nous avons des
préconisations à formuler, des préconisations de prévention, d'amélioration, de correction, etc. Donc, il est bon à la fois de prévoir cette réunion préparatoire de manière symptomatique, automatique avant la réunion CSE et de prévoir qu'elle soit prise en charge au même titre que la réunion CSE, hors déduite du crédit d'heure, hors déduite des heures de délégation, car bien évidemment, si on le déduit, ça risque de fortement entamer le contingent d'heures des représentants du personnel. Et tout le monde a besoin d'une préparation pour que la réunion soit efficace. Il sera nécessaire également, lors de cette préparation, de faire un suivi des réunions qui ont eu lieu. C'est-à-dire qu'on va se préparer pour la réunion à venir, mais on va aussi se préparer la suite de la réunion précédente. C'est-à-dire que si vous avez bien suivi, vous êtes amené à faire des actions, des propositions d'action, des propositions de mesures de prévention, et il est donc nécessaire de bien contrôler déjà si l'employeur a répondu de manière motivée à chaque proposition d'action des représentants du personnel, c'est-à-dire que l'employeur peut refuser ces actions, mais il doit le refuser de manière motivée. Donc conformément à l'article L2312-9, qui précise le refus d'employeur doit être motivé à la suite donc des propositions d'action de prévention, notamment en matière de harcèlement sexuel et moral, mais pas que. Mais ce qu'on peut constater et souligner, c'est que si vos propositions d'action, de prévention n'ont pas de force obligatoire aujourd'hui, lorsque vous constatez, lorsque vous faites des préconisations, lorsque vous anticipez des risques professionnels, il sera nécessaire de prévoir un suivi de ces actions par des bilans et des étapes successives de manière régulière. À vous de jauger le délai selon lequel vous allez revenir sur le sujet. Mais il est intéressant de voir que si la proposition d'action peut être refusée de manière motivée par l'employeur, ce dernier a quand même une obligation de sécurité. Cette obligation de sécurité, elle est prévue aux articles suivants, donc l'article L4121-1, mais également l'article L4121-2. Je vous laisserai les lire sur la présentation, mais ce sont les deux articles qui font référence à l'obligation de sécurité de l'employeur. Donc, lorsqu'un risque est constaté dans l'entreprise, l'employeur n'a pas d'autre obligation que de prendre une mesure de prévention. Donc, si les actions de prévention qui sont proposées hier et qui n'ont pas force obligatoire lorsque le risque professionnel ne s'est pas réalisé, si vous mettez en place un suivi cohérent des projets mis en œuvre ou des actions de prévention à la suite d'un accident de travail, ce suivi permettra de rendre ces propositions d'action obligatoires si, bien sûr, l'employeur n'a pas mis en œuvre toutes les mesures de prévention nécessaires. Si ce dernier n'a pas mis en œuvre les mesures de prévention nécessaires, les propositions d'action des représentants du personnel deviendront à ce titre obligatoires, où l'employeur devra proposer, toujours est-il, une action similaire. Donc, il est très important d'établir également un suivi de ces réunions CSE. Le dernier conseil que je pourrais donner, c'est surtout de bien s'organiser et de se distribuer les différentes tâches selon les compétences et les préférences de chaque participant. Qui suit tel projet, qui suit telle action, et de bien définir une organisation au sein de la délégation du personnel. Voilà, je pense que le plus important de la réunion, vous l'avez compris, c'est la préparation et les suivis des actions qui seront proposées par la délégation du personnel. Je vous invite donc à poser vos questions si vous en avez. Il nous reste quelques minutes avant la fin de ce webinaire. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vais donc reprendre un petit peu vos questions. Alors, je vous demande un instant. J'ai vu qu'il y avait une question sur notamment les informations. Quelle est la situation du remplaçant non élu? J'ai du mal à comprendre la question. Ce que je peux vous dire, c'est que les suppléants, effectivement, c'est une nouveauté, sont convoqués à chaque réunion, mais ils ne peuvent être présents
que lorsqu'il remplace les titulaires, ce qui n'était pas le cas pour une réunion CE auparavant. Je vous rappelle que le CHSCT n'avait lui pas de suppléant, mais le CE avait donc des délégués titulaires et des délégués suppléants. Tout le monde assistait aux réunions. La nouveauté du comité social économique, c'est que les suppléants n'assistent plus de par la loi aux réunions. Mais cela peut être prévu dans un accord collectif de mise en place du CSE. On peut le négocier avec l'employeur. Mais sinon, on ne peut pas imposer la présence des suppléants. Par contre, ils doivent être convoqués pour pouvoir éventuellement remplacer les titulaires le cas échéant. Comment le caractère d'urgence est-il défini en droit du travail? Est-il le même dans toutes les entreprises, dans toute taille et tout secteur? Alors, le caractère d'urgence va être vraiment lié notamment à des situations de travail, de danger, voire de danger de vie ou de mort. Ça va être des risques graves, ça va être un déclenchement d'une procédure de danger grave et imminent. Procédure de danger grave et imminent qui implique par la même occasion la possibilité d'un droit de retrait du salarié, de se retirer de la situation dangereuse. Donc si par exemple, je vais prendre un exemple assez simple, mais s'il y a un incendie ou s'il y a un problème de renouvellement d'air dans le bâtiment, effectivement, le salarié de lui-même peut utiliser son droit de retrait, se mettre à l'abri et attendre les directives de son employeur. Il n'est pas conseillé de rentrer à la maison, sinon ça pourrait être assimilé à un abandon de poste. Cependant, il est conseillé de sortir de la situation dangereuse et de se mettre à l'abri, de contacter son employeur et d'attendre ses directives. Le salarié qui aurait utilisé à mauvais escient le droit de retrait ne peut pas être sanctionné. En tout cas, ça suppose bien évidemment un danger qui serait grave et imminent. Et donc là, le caractère d'urgence est bien consommé. Et effectivement, cette procédure de danger grave et imminent déclenche immédiatement, sans délai, l'organisation d'une enquête du CSE et la prise de mesures, parfois conservatoires, pour supprimer le danger, supprimer les risques constatés. Voilà. Alors bon, effectivement, le caractère d'urgence, il est défini en fonction du danger et pas de la taille de l'entreprise ou des salariés. Faites-vous appel à des médiateurs avant de saisir le tribunal? Alors, il est bon, bien sûr, d'avoir recours à toutes les possibilités d'accord amiable avant de saisir un tribunal de grande instance. Bien évidemment, on peut faire appel à des médiateurs, on peut avoir tout recours qui pourrait arranger la situation et ne pas aboutir à la saisine d'un tribunal de grande instance. C'est tout à fait possible. Que devient le registre spécial des DP dans le cadre du CSE? Alors, le CSE remplace les DP, les délégués du personnel, et le registre continue à exister donc, pour les réunions mensuelles du CSE, côté donc, mission délégués du personnel, anciennement délégués du personnel, qui sont notamment le traitement des réclamations individuelles, collectives, liées ou pas aux conditions de travail, et qui peuvent être déclencher, par exemple, des droits d'alerte à une atteinte de dignité ou de liberté individuelle. Donc voilà, ce registre, en tout cas, existe encore et il recueille bien les questions des réunions et les réponses apportées par l'employeur. Alors, on me dit, le rôle de l'élu du CSE d'une entreprise de plus de 10 salariés de moins de 50 est peu défini dans les documentations. Comment savoir si nous pouvons appliquer tout ce qui a été dit aujourd'hui? Alors, effectivement, là, pour les entreprises de entre 10 et 50, ça va être des réunions comme anciennement les délégués du personnel. Donc, ça va être l'organisation d'envoi de questions et de réponses de l'employeur. Mais effectivement, il est bon de se préparer à ces réunions mensuelles, voir si déjà on ne peut pas répondre tout seul et avoir des certaines informations que d'autres représentants du personnel pourraient partager. Mais effectivement, il convient quand même de se préparer, de suivre les actions et les propositions d'action que l'on fait au sein des réunions mensuelles. Donc, ça peut être tout à fait transposé. Ce qui ne va pas être transposé, c'est les convocations, les ordres du jour et le procès verbal qui sera, lui, inscrit donc dans ce registre. Ça sera sous forme de réponse de l'employeur. Quel est le temps imparti pour la préparation, la réunion et le feedback? Alors, c'est bien ça le problème, c'est que la loi ne prévoit pas la réunion préparatoire, bien que la réunion préparatoire, pour moi, en ce sens, fasse partie intégrante des réunions CSE. Il est bon donc de négocier dans l'accord de mise en place CSE, soit par le biais d'un avenant, s'il est déjà conclu, soit lors d'une révision de l'accord ou d'un point d'étape, donc de prévoir la prise en charge de ces réunions préparatoires hors heure de délégation, éventuellement organiser des suspensions de séance en début de réunion, si on n'a pas le temps matériel
pour organiser ces réunions, ou si on n'a plus d'heures de délégation, par exemple, suffisantes pour organiser de manière systématique ces réunions préparatoires, on pourrait très bien se préparer dans le cadre de suspension de séance. Et dernier recours, sur les heures de délégation, mais effectivement, ça risque de faire un petit peu court. Si le CSE fait une enquête interne sur des problèmes dans l'entreprise, type risques psychosociaux, comment peut-il escalader auprès de l'inspection du travail si le risque semble avéré? Alors, si une enquête interne, c'est-à-dire qu'une enquête du CSE menée par les représentants du personnel font apparaître des véritables risques professionnels quant à une éventuelle souffrance morale au travail et des risques psychosociaux associés, ce qu'on vous conseille de faire, c'est appel à une expert habilité à la majorité des membres de la délégation du personnel. Il est conseillé de contacter l'expert en amont. Donc, je vous invite à contacter Technologia. Vous avez mes coordonnées qui sont affichées. N'hésitez pas à m'appeler. On vous aidera à préparer un recours à expertise, donc une résolution à adopter en séance, à mettre le point à l'ordre du jour et à vous expliquer comment ça se passerait une expertise dans votre entreprise. Mais si effectivement le risque constaté vous dépasse, l'inspection du travail pourra faire des mises en demeure de l'employeur, mais la véritable action à mener, à mon sens, c'est le recours à un expert habilité pour risque grave constaté au sein de votre entreprise, et donc de le prévoir à la demande par un vote à la majorité des membres présents du CSE. Alors malheureusement, ce webinaire touche à sa fin. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite, si vous avez encore des questions, à me contacter. Je suis à votre entière disposition. Je vous invite également à rester en ligne pour les prochains webinaires qui sont organisés par le groupe Technologia, qui, je vous rappelle, est un cabinet d'expertise comptable et santé-sécurité, qui propose également des formations aux représentants du personnel et également une application qui s'appelle Nos Droits, qui permet d'avoir accès à des centaines de foires aux questions et d'avoir également contact avec des juristes directement sur son téléphone par le biais d'une application. Donc, c'est Nos Droits au pluriel, by Technologia. Je vous invite donc à rester en ligne pour les 2 prochains webinaires qui sont le premier à 11h30 qui est consacré au recours à experts justement par le CSE, par le Comité social économique, et le second donc du coup webinaire à 14h30 qui sera consacré à la politique sociale, conditions de travail et de l'emploi, donc la consultation annuelle du Comité social économique côté politique sociale, conditions de travail et emploi. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.